Bienvenue au Polysécure, épisode où je suis avec Cédric. Bonjour. Sinon, nous allons discuter de l'automatisation en info nuagique et pour les impacts que ça a sur les équipes de sécurité. Effectivement, l'automatisation, c'est un sujet qui est de plus en plus d'actualité. Actuellement, on en entend parler. Alors, de près ou de loin, ça dépend de l'entreprise dans laquelle on travaille aujourd'hui. Globalement, c'est quoi les impacts? Quels sont les bénéfices de l'automatisation sur l'équipe de sécurité et puis sur nos contrôles de sécurité, sur la façon dont on fait la sécurité? C'est un peu ça, je pense, la question qu'il est intéressant de se poser avant même, si tu veux, de partir sur une démarche. On va tout prix faire l'automatisation parce que c'est fancy, c'est à la mode en ce moment. Mais à la base, ça sert à quoi? Donc en gros, moi personnellement, ce que je considère beaucoup vis-à-vis de l'automatisation, c'est le gain que cela apporte dans l'efficacité, dans l'efficience des processus de sécurité. Et puis je crois que c'est quelque chose qui est intéressant à aller chercher, notamment dans cette réalité du marché où grossir nos équipes de sécurité, là, c'est pas trop facile, c'est pas très simple, hein, compte tenu du marché. Et puis surtout également dans ce contexte de l'info nuagique. Aujourd'hui, avec l'info nuagique, on a une facilité de créer des nouveaux objets, de créer des nouvelles instances. On a aussi, avec l'info nuagique, de plus en plus, on observe des patterns d'architecture basés sur les microservices, donc ces fameux conteneurs. Alors c'est le fun, d'un point de vue architecture, ça apporte d'ailleurs même au niveau de la sécurité beaucoup de résilience, de stabilité pour le service. Mais par contre, cela augmente derrière pour la sécurité le nombre d'objets à surveiller et puis ça augmente le nombre de signaux, d'événements qui sont générés par ces environnements. Donc ça génère beaucoup de trafic de journaux, beaucoup de trafic d'événements. Donc derrière, ça peut être un fardeau pour la sécurité. D'être à même de surveiller ça et puis de sécuriser cela de façon correcte. Donc pour ces raisons, je pense que l'automatisation, ça va être un vecteur intéressant pour nous aider à se rassurer sur notre capacité à surveiller ça et à sécuriser tout cela. Oui, en partant, puis c'est ça, là, tu parles de toute l'analyse des signaux, tout ça. Donc, la réflexion d'automatisation arrive à quel moment dans la migration ou dans le déploiement infonuagique? Alors, en réalité, moi, ça peut arriver à n'importe quel moment. Si on est déjà dans l'infonuagique, il est pas et qu'on a on y est allé. Donc, généralement, si on y est sans automatisation, ça veut dire qu'on a certainement choisi de faire des migrations selon le modèle ce qu'on appelle le lift and shift. C'est-à-dire qu'on a peut-être choisi de prendre nos instances, nos serveurs sur site et puis de les déplacer en gros avec des copies virtuelles dans Azure ou dans AWS ou dans GCP. Donc, selon un mode très console, très encore interface en ligne. On peut encore, à ce moment-là, ensuite, commencer à instaurer l'automatisation progressivement et puis à monter en compétences dans l'automatisation. Maintenant, c'est évident que c'est comme toujours, là, c'est mieux quand c'est fait au début. Ça aura d'autant plus d'intérêt que c'est fait au début. Pourquoi? Je vois surtout cela par rapport à l'aspect de consistance de nos contrôles de sécurité. Dès l'instant où on va avoir fait une migration entre guillemets à la main dans l'info nuagique et qu'on aura fait énormément de travail en console, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aura introduit de la variance dans les façons de déclarer nos serveurs, dans les façons de sécuriser nos objets. De la variance parce que c'est dès l'instant où c'est humain, malheureusement, on est tous humains, on est tous perfectibles. Un jour, on va cocher telle case, 2 semaines après, ça va être quelqu'un d'autre qui va pas cocher telle case. Bref, au final, on va se retrouver avec un environnement infonuagique où on n'aura pas une consistance dans nos contrôles de sécurité à travers l'ensemble de nos comptes infonuagiques.
Et moi, c'est ça que je pense qu'il faut éviter, qu'il faut que l'automatisation justement peut nous aider à combattre. Donc si on l'utilise dès le début, ça va être plus facile parce qu'on n'aura pas un écart à rattraper, on n'aura pas des corrections à effectuer. Dès le début, on met en place de l'automatisation, qui va nous permettre quoi? Qui va nous permettre de nous assurer que chaque objet qui est créé dans notre environnement infonuagique est conforme à notre standard de sécurité, qui va nous permettre même, en fonction de notre maturité, qui pourrait nous permettre même de corriger automatiquement un objet qui n'aurait pas suivi notre standard de sécurité parce que ça a été créé via un administrateur en console ou via un moyen un peu détourné. L'automatisation peut nous aider à carrément rattraper le coup et puis modifier de facto ces écarts. Donc ça va nous permettre, au fur et à mesure qu'on va grandir dans notre consommation infonuagique, ça va nous permettre de préserver toujours ce standard de sécurité, même si demain on a 10, 100, 1000, 3000, 10 000 conteneurs, on aura toujours malgré tout cette consistance. Ça, c'est sexy là, si vous me permettez là, ça j'aime ça là. C'est ça que je veux moi en tant que sécurité là. C'est sûr que ça augmente l'agilité, la vitesse. C'est quoi, et entre autres dans ce que tu mentionnes, il y a sous-jacent un énormément de templates, par exemple, où tu vas utiliser des gabarits, ou souvent soit des langages comme Terraform, entre autres, pour définir tes propres éléments. Ça fait partie dans le fond, infrastructure as a code et incidemment sécurité as a code parce qu'on vient implanter ces éléments-là. Est-ce qu'il y a d'autres facettes à ça dans l'automatisation dans lesquelles, justement, on peut utiliser pour avancer? Ouais, alors il y en a un qui est, alors effectivement tout ce qui est définition de la sécurité, implantation des contrôles de sécurité, c'est ce que tu viens d'en parler. Donc ça c'est bien connu, mais il faut pas oublier l'aspect aussi exploitation de la sécurité. Donc l'automatisation Fine, on l'utilise pour s'assurer que notre environnement by design, il est sécuritaire. Ça c'est génial, c'est déjà très très bien. Mais même si on fait beaucoup d'efforts pour avoir un environnement qui, par design, répond aux bonnes pratiques, moi je considère qu'il y a toujours un risque, évidemment. Pourquoi? Parce que on a beau, notamment au niveau de la sécurité applicative, on découvre régulièrement des nouvelles vulnérabilités, on n'est jamais à l'abri. Donc, pour être ensuite à même de sécuriser notre environnement, de détecter la menace en cours de progression et puis d'y répondre de la façon la plus efficace possible, là aussi, l'infonuagique, ça peut aider. Donc, ça peut aider. Donc là, on parle notamment de l'univers des SOC ou de votre équipe de sécurité opérationnelle. Actuellement, il y a certaines vérités qu'il faut quand même accepter et que je pense qu'il faut être un petit peu objectif par rapport à ça. C'est que les équipes de sécurité opérationnelle, aujourd'hui, elles sont débordées. Elles sont toutes débordées. Ça n'existe pas. Moi, je connais pas une équipe de SOC qui nous dit qu'elle s'embête, qu'elle a rien à faire et puis qu'elle fait de l'amélioration continue. Ça, c'est vraiment du marketing, là, parce que la réalité, c'est que les SOC, aujourd'hui, ils sont submergés d'alertes, de par, justement, ce qu'on s'est dit auparavant, c'est que notre landscape, là, notre surface d'attaque, elle augmente. On a de plus en plus d'objets. J'ai quelques statistiques intéressantes. Il y a eu un sondage récemment, là, c'est pas très vieux, ça date de 2019, qui disait que 55% des compagnies qui avaient été sondées recevaient plus de 10 000 alertes par jour. Donc la conséquence logique face à ces 10 000 alertes par jour, c'est que il y avait 30% de ces compagnies qui ignorent complètement certaines catégories d'alertes. Elles n'en tiennent pas compte. Genre, elles s'en occupent pas. Parce qu'elles n'ont pas le temps. C'est pas parce qu'elles sont pas intéressantes, ces alertes. Parce que la réalité, c'est que chaque alerte peut avoir un intérêt potentiellement. Et on en arrive à un point où 41% des analystes de SOC pensent que leur rôle, ce n'est plus de détecter la menace, c'est juste de gérer une file de cases, une file de tickets et d'être à jour dans leur file de tickets. Ça devient... on est complètement en train de dévoyer
le but ultime du SOC, là, d'oublier là, le but ultime du SOC, ou de notre équipe de sécurité opérationnelle. Donc, pour combattre ça, moi, je pense que se contenter de rajouter des bras, là, ça suffira pas. Juste chercher à embaucher. À un moment donné, ça marche pas parce que, un, c'est compliqué d'embaucher. Et puis, deux, on va toujours avoir plus d'événements qu'on aura de capacité humaine à les traiter. Donc, il faut aider nos analystes à exploiter ces alertes, ces événements. Et pour ça, l'automatisation, c'est parfait. Parce que l'automatisation, ça nous permet de faire de l'enrichissement, déjà, premièrement. C'est-à-dire que quand je reçois une alerte de mon antivirus, bah, j'ai quoi? J'ai comme information, j'ai de l'information liée à un fichier, liée à un pass, l'endroit où ce fichier se trouve sur le disque, lié au type d'action éventuellement en fonction de la technologie si c'est de l'antivirus, si c'est plus un IDR, je vais savoir exactement qu'est-ce que le fichier il essayait de faire quand il a été détecté. Mais ok, pas inintéressant, mais là quand j'en ai des centaines comme ça, puis les faux positifs, on les connaît, il y en a beaucoup aussi dans ces outils, c'est compliqué de savoir si c'est un vrai positif ou un faux positif. Donc là, l'enrichissement, c'est quoi? C'est le fait, je reçois cette alerte et automatiquement, mon automatisation va aller consommer d'autres solutions de sécurité que j'ai déjà disponibles sur site ou qui sont disponibles dans le nuage. Donc, je vais aller, par exemple, récupérer le hash du fichier, puis je ne vais pas me fier juste à mon fournisseur antivirus, mais je vais automatiquement, exemple simple, le checker sur Virus Total. Et je vais ramener la réputation à l'analyste, de facto. Donc, l'analyste, il n'a plus besoin de prendre le hash, d'aller sur Virus Total, de checker la réputation. Tout ça, c'est des minutes que tu perds hein, qui sont vraiment pénalisantes. Non, je vais vraiment rester dans ma console, je vais déjà avoir le résultat Virus Total, je vais aller consommer des services de Threat Intel qui ont peut-être de l'information. Je vais aller récupérer sur le Mitre, expose une API pour avoir les TTP qui pourraient être utilisés par l'attaque qui est en cours. Je vais aller utiliser mes solutions sur site. Donc par exemple, avec cette alerte antivirus, j'ai aussi un poste et un utilisateur. Je vais aller me connecter automatiquement à mon firewall. Je vais récupérer les 5 dernières connexions du poste de travail à l'heure de la détection pour vérifier si juste avant et après la détection par l'antivirus, j'ai eu des communications dans mon firewall à l'origine de ce poste qui sont suspicieuses. Tu vois, tout ça, c'est quelque chose que, en théorie, moi, en tant qu'analyste, je devrais faire manuellement. Et je le fais pas parce que tu vois, tout ça, on se rend bien compte, c'est impossible hein, pour un analyste. Mais là, d'un coup, ça se fait automatiquement et d'un coup, j'ai toute cette information qui est centralisée devant moi et qui va me donner rapidement un état de situation pour me permettre de juger si c'est effectivement un faux positif ou pas. Donc ça, l'enrichissement, super intéressant. Et puis évidemment, la deuxième chose également, c'est la réponse. C'est que si dans l'enrichissement, j'ai des choses qui sont vraiment obvious, là, qui sont vraiment évidentes, je vais pouvoir enchaîner automatiquement la réponse, isoler le poste de travail, envoyer un texto, envoyer une alerte dans un outil quelconque. Tout est possible en fait. Donc là, ça va être l'entreprise qui va déterminer qu'est-ce qu'elle veut mettre en place comme automatisation en termes de réponse. Ouais, ça, c'est tout le volet SOAR qui est effectivement un très gros avantage. Sentinel a fait une bonne partie de ce travail-là avec un certain nombre de règles. AWS, je pense qu'on avait discuté, c'était un peu plus pauvre en termes de capacité built-in. Comment tu abordes ça, ce volet-là de réponse automatique AWS? C'est pas la même approche en fait. c'est vraiment une approche différente que tu as entre Azure et AWS. Azure, effectivement, leur approche a été de mettre en avant une solution avec Sentinel qui offre à la fois du SIEM grâce à Log Analytics, parce que ça s'appuie sur Log Analytics, et puis qui inclut des fonctionnalités de SOAR. Ce qui est d'ailleurs, ça c'est un pattern que tu vas retrouver de plus en plus avec les fournisseurs de SIEM. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les fournisseurs de SIEM sont en train de comprendre que ça fait plus de sens d'offrir juste un SIEM, qui sont en train de se faire manger du marché par les SOAR. Donc aujourd'hui, tous les SIEM commencent à afficher des capacités SOAR plus ou moins importantes. Bon. Donc
l'approche de Microsoft a été effectivement d'offrir une solution, j'allais dire un petit peu monolithique, mais sans être forcément péjoratif, mais une grosse solution qui permet de faire ça. L'approche d'AWS n'est pas dans cette idée de fournir une solution. L'approche d'AWS, c'est plus l'idée de fournir un ensemble de capacités, un ensemble de briques. AWS, je le vois vraiment comme un jeu de briques Lego qui est mis à disposition. Et puis, avec ces briques Lego, tu vas pouvoir construire absolument tout ce que tu peux imaginer comme automatisation. Alors, avantage, inconvénient entre les deux, évidemment, on comprend bien. Avec Sentinel, tu vas pouvoir aller plus rapidement, certainement, sur des scénarios simples d'automatisation, parce que tu vas avoir beaucoup plus de templates, de facilité à starter rapidement ton projet. Avec AWS, l'avantage, c'est que sur des scénarios très complexes, tu peux aller très très loin là, sur des scénarios très complexes. Par contre, effectivement, il faut que tu maîtrises bien l'environnement, il faut que tu connaisses bien toutes ces briques Lego, et ça va te demander une expertise qui n'est pas toujours facile à obtenir. Ouais, en partant, oui, effectivement, pour le démarrage, Sentinel a cet avantage-là, mais il reste que quand on arrive dans des scénarios sophistiqués, de toute façon, un ou l'autre a le même niveau de maîtrise qui est nécessaire en arrière, justement pour aller pousser les outils qui sont à disposition. Puis moi, je suis plus de l'école que si on a appris tôt à développer avec les outils, mais on va aller plus loin, plus facilement que ce que je pouvais reprocher dans les administrateurs Windows à fin d'année 90, début 2000, c'est que juste cliquer Next installe, ça ne permet pas de comprendre le fonctionnement, donc de maîtriser le système. Si on compare ça à des administrateurs Linux et Unix à l'époque, les autres ont une forme de nécessité d'apprendre et de scripter avec les systèmes. Donc, il y a eu ce décalage-là, les choses se sont rattrapées avec le temps, mais ça laisse rentrer beaucoup de gens avec pas beaucoup de connaissances dans un milieu qui parfois aurait besoin d'un peu plus de connaissances que nécessaire. Puis, à mon avis, c'est un bon investissement. Là. Mais tu as un bon point sur le fait que Sentinel, c'est sûr, tu as Sentinel 101. Sentinel 101, c'est en gros connecter des log sources issus de M365. Bon, ça, là, je veux dire, c'est 3 clics, quoi. C'est simplissime, c'est comme pas possible. C'est une chose. Et puis après, tu as Sentinel plus élevé. Effectivement, Sentinel offre des moyens d'aller vraiment beaucoup plus loin, de coder d'aller dans le code et puis d'être plus poussé. Donc, c'est sûr que tu peux aller aussi, tu peux faire quand même beaucoup de choses avec Sentinel. Ça, c'est clair. Tu as une belle ouverture là-dessus. Après, je crois de plus en plus, j'ai le sentiment de plus en plus que des scénarios hybrides peuvent faire beaucoup de sens également. Et puis même dans un univers purement Azure, par exemple. C'est-à-dire que, imaginons, si on est dans un univers purement Azure, Sentinel, le sort de façon globale, je trouve, a vraiment une plus-value indéniable pour tout ce qui est orchestration et enrichissement des alertes. Ça, je crois que je crois beaucoup et je le vis d'ailleurs, on l'utilise énormément et puis c'est notre pain et notre beurre. Je veux dire, sans ça, on pourrait pas fonctionner. Donc, c'est une belle fonctionnalité qu'il faut aller chercher. Après, sur la réponse, il y a beaucoup d'intérêt à aller consommer du serverless au sein de l'environnement natif infonuagique. Sur la réponse, ça fait pas de sens de vouloir coder des choses hyper complexes au niveau du sort parce que tu vas avoir des problèmes notamment d'accès, tu vas avoir des problèmes de gestion d'identité pour pouvoir aller travailler dans l'environnement, ça va être un peu plus complexe, ça va pas être très élégant. Moi, j'aime bien l'idée que on travaille en mode hybride, l'enrichissement dans le sort et la réaction avec des Azure Functions ou avec des Lambda dans l'environnement infonuagique. Ouais, c'est un bon complément, effectivement, d'aller plus loin. As-tu d'autres volets d'automatisation que tu crois et tu vis, de fond, qui soient excessivement importantes? Quelque chose que je pense qu'on n'a pas encore complètement appréhendé en termes de bénéfices. Pour terminer sur l'aspect bénéfice de l'automatisation, c'est par rapport à la conformité.
la conformité, je veux dire, quiconque l'a vécu dans une grande entreprise sait quel bonheur c'est la conformité, entre guillemets. C'est beaucoup de pain, c'est beaucoup de travail. À chaque audit, là, c'est branle-bas le combat, et puis je veux dire, on est tous un peu stressés d'être capable de fournir des évidences. Mais là, l'automatisation, c'est merveilleux, quoi. Je veux dire, on a enfin une opportunité de faire des scripts qui, de facto, vont être capables de nous extraire dans différentes sources de données toutes les évidences qui sont nécessaires. On a la capacité aussi de mettre en place des scripts qui vont continuellement valider que tu restes conforme au standard de sécurité qui est appliqué chez toi. Donc, je veux dire, une fois que tu as mis en place cette automatisation-là d'un point de vue conformité, la visite d'un auditeur, ça devient une formalité. C'est plus une zone de guerre dans ton calendrier, c'est une formalité parce que toi-même, tu es rassuré, toi-même, tu sais ce qui est conforme, ce qui ne l'est pas. Tu as les moyens facilement d'obtenir l'information que l'auditeur va te demander, que tu sais déjà ce qu'il va te demander, parce que c'est toujours la même chose, avec quelques paramètres qui diffèrent. Donc, c'est vraiment une façon de vivre la conformité différemment. Donc ça, je crois aussi que c'est un bénéfice important qu'il ne faut pas oublier. Maintenant, à côté de ces bénéfices, il y a un impact. L'impact qui est quand même, qu'il ne faut pas être sous-estimé, c'est l'impact sur les équipes. C'est sûr que le changement, il est important sur les équipes de sécurité. Oui, ben ça, c'est des changements très importants de culture. Je le constate chez mes clients également. Des fois, il y a certains niveaux de difficulté associés à ça. Justement parce que l'automatisation qui est apportée, là, tu parles de Lambda ou de Azure Function, qui sont pour des gens de sécurité plus d'ancienne école, plus difficiles à appréhender si on compare, par exemple, avec des fonctions. Justement, on parlait du Windows, mais encore là, c'est ça, d'apprendre à coder, d'apprendre à maîtriser ces éléments-là, justement, pour tirer le bénéfice. Conformité, j'aime beaucoup aussi, mais ça, en même temps, dans la mesure où on utilise, disons, du infrastructure as a code, comme Terraform, par exemple, la documentation, elle est inhérente à la création du code. Donc, on documente notre infrastructure au gré qu'on la monte, et donc, on est capable d'assurer, justement, la conformité et d'aller chicaner les gens qui dévient les configurations avec ces éléments-là, et quitte à les reforcer à travers du Terraform. C'est une des techniques, mais il y en a plusieurs autres. Et donc, pour les auditeurs, juste de balancer les Terraform vient ou peu importe le langage d'automatisation qui est utilisé. Là. Par contre, il y aura toujours certaines ressources qui ne seront pas codables à ce code. Enfin, toujours. Peut-être pas, là, je dis ça, hein, mais actuellement, il existe encore des ressources qui ne sont pas forcément codées à ce code. Parce que certaines interfaces mettent un peu plus de temps à arriver à disposition via des API. Et puis à ce moment-là, c'est là où ça peut être intéressant d'embarquer l'automatisation. Je pense par exemple à la revue des accès. La revue des accès n'est pas toujours faite à ce code en fonction de ton référentiel d'identité, etc. C'est pas toujours évident. Mais oui, c'est sûr que une infra as code avec des pipelines, avec une security gate de conformité dans ton pipeline, c'est parfait. Ça, c'est génial. Pour l'impact sur les équipes, c'est un gros changement en termes de compétences. C'est aussi un gros changement en termes de culture. On pense souvent à la compétence par rapport justement à savoir coder. Puis oui, c'est vrai. Puis tu as raison, sur des ressources qui sont en sécurité depuis 30 ans, qui n'ont jamais fait une ligne de code, t'arrives du jour au lendemain en leur disant hey, ça va être le fun, tu vas faire ta sécurité dans Terraform. Bon, je veux dire, ça se prépare, hein. Le message se prépare, c'est pas évident. Puis faut pas le faire trop sec parce que ces gens-là vont trouver ça moins drôle. Non, et puis c'est normal. Et puis je pense qu'il faut être à l'écoute de ça. Je crois que c'est normal il faut comprendre cet impact, et puis il faut accompagner, et puis il faut montrer l'aspect super intéressant et super positif de ce changement. Mais en règle générale, avec un peu de pédagogie et un peu de temps, ça va bien. Mais il y a l'aspect culture aussi. L'aspect culture, lui, il est souvent oublié. C'est-à-dire qu'avec l'automatisation, alors si on est vraiment dans une démarche d'automatisation, en réalité, 9 fois sur 10, ça veut dire qu'on est dans une démarche de DevOps, donc de DevSecOps en réalité. On est dans une démarche vraiment d'agilité dans
et souvent à l'occasion d'une migration infonuagique. C'est ce qu'on retrouve globalement. Quand on est dans ce style de démarche, ça signifie que la sécurité, tout comme les développeurs et les opérations, va devoir basculer en mode agile. On va devoir non plus réfléchir selon notre bon vieux modèle waterfall de planification sur 6 mois pour faire notre grand projet de sécurité, mais on va devoir réfléchir sur la base de sprint avec de la livraison de valeur à tous les 15 jours. Et ça d'expérience, ça pique. Ça, c'est dur. Ça, c'est très... Oui, ça pique beaucoup pour reprendre tes mots. Puis pour l'avoir vu dans certaines organisations, ils vont mettre en place des structures de type gestion du changement. Mais les vieilles façons avec les vieux comités puis la lourdeur inhérente des changements qui sont ça quand, justement, tu dis, on fait un changement aux 15 jours, c'est des changements programmés, puis là, on n'est pas dans la même logique de type de changement et comment ça est abordé, là. Ouais, on n'est pas dans le même type de logique, on n'est pas aussi dans le même confort de contrôle, c'est-à-dire sur site, on a normalement, habituellement, dans nos processus internes, on a toujours à un moment donné dans le processus, on a un gars de sécurité qui donne son go, qui donne pas son go. Puis s'il passe pas par le gars de sécurité et si le gars de sécurité donne pas son go, le processus il va rester bloqué et ça ira pas de l'avant. Ça, c'est la façon de concevoir traditionnelle de la sécurité. Dans l'infonuagique, les équipes projets, avec notamment l'infrastructure as code, etc., et les pipelines, les équipes projets vont déployer elles-mêmes leur infrastructure et puis l'ensemble de leur contrôle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à moins d'avoir un gars de sécurité que tu vas mettre dans chaque équipe projet, puis là, tu vas te rendre compte que ça va vite être compliqué, là, quand même. Tu vas devoir mettre ce qu'on appelle, ce que je répète sans arrêt, et puis c'est pas moi qui l'ai inventé, là, tu vas devoir mettre des guardrails plutôt que des gates, parce que t'as pas assez de gardiens pour tes gates. Donc, si tu veux pas faire un bottleneck avec un nœud d'engorgement avec ton équipe sécurité, t'as pas le choix d'embarquer dans l'agilité, et t'as pas le choix de mettre des barrières qui vont contraindre les équipes de développement, les équipes projet, d'utiliser que des outils ou des façons de faire qui sont sécuritaires. Et tu vas devoir faire confiance à tes guardrails que tu auras toi-même définis. Tu vas évidemment pousser de la supervision, tu vas pousser du monitoring avancé, tu vas mettre en place de l'automatisation pour t'assurer de façon continue que justement tous les processus sont bien respectés. Mais veux pas, tu ne seras plus un nœud d'engorgement. Et ça, en termes de culture, là, c'est un gros changement. Il faut faire confiance à tes guardrails que tu vas définir et que tu vas mettre en place dans l'environnement. Ouais, oui, c'est très difficile parce que surtout dans des entreprises qui avaient des cultures du département du non, c'est beaucoup plus complexe d'aborder dans des choses qu'on fait confiance dans un paramètre défini. Donc, dès lors, c'est plus difficile. Puis j'ai eu des cris et des pleurs dans certaines circonstances face à cette situation-là de on contrôle pas tout, mais oui, mais en infonuagique, on ne contrôle plus tout, du moins en amont. Sinon, on va les rattraper en aval où le monitoring, surveillance, les automatisations vont venir réattraper les choses qui auraient pu échapper à notre vigilance. Et tu vois, c'est vraiment ça, je pense, le cœur là du problème. Est-ce que la question, ça doit être de contrôler ou ça doit être de sécuriser? Et c'est ça vraiment le cœur du problème. Et aujourd'hui, on a une culture de contrôle dans la sécurité et il faut qu'on bascule ça en une culture de garantie que c'est sécurisé. Et c'est pas parce qu'on contrôle que d'ailleurs on garantit que c'est sécuritaire. C'est parce que malheureusement, on l'a bien vu, aujourd'hui, là, tout n'est pas sécuritaire et pourtant, il y a beaucoup de contrôle. Non, là, pour qu'on ait cette garantie que ce soit sécuritaire, c'est pas une question de contrôle, c'est une question, et là, on revient au sujet du jour, c'est une question de mise en place d'automatisation, c'est une question de mise en place de guardrails, de mise en place des mesures techniques qui vont bien dans l'environnement, et pour s'assurer qu'on ne peut pas déployer du workload, excusez, je cherche la traduction, je trouve pas, du workload qui soit vulnérable ou qui soit pas sécuritaire.
Tout à fait. De toute façon, puis on regarde les opérateurs infonuagiques, là, on avait GCP, Amazon, puis Microsoft, ne fonctionnent que par des automatismes. À grande allure, eux autres, c'est des mises en production. C'est quoi? C'est 6 000 par jour, je crois, chez Azure. C'est des mises de production en fou qu'aucune entreprise que je connais dans mon entourage immédiat fait ce degré de mise en production quotidienne. Et ils ont plus le choix d'être automatisés jusqu'à un certain point. Là, c'est sûr que Microsoft a fait les journaux à quelques reprises parce qu'il y a eu certaines mises en production qui ont mal tourné et qui ont donné des heures, un certain nombre d'heures de panne justement de ces éléments-là. Donc, on n'est pas exempt de ces problèmes-là, mais la détection a été d'une très grande vitesse parce que justement, ils sont basés sur des automatismes. Donc, ils voient le traitement, la mise en production qui a échoué et ensuite, ils font un retour arrière qui, somme toute, à l'ampleur de leurs infrastructures, c'est parce qu'Azure l'a fait publiquement. On en a moins entendu dernièrement chez Amazon. C'est excessivement rapide. Je connais des entreprises qui auraient pris des jours pour rattraper une erreur de mise en production comme il s'est passé. Là. C'est ça. Et puis là-dessus également, on a des très bonnes statistiques. Les organisations qui sont vraiment dans un modèle full DevOps de livraison en continu sans arrêt, comme ça plusieurs fois par jour, déploient en moyenne 208 fois plus fréquemment, mais avec 106 fois d'interruption, moins d'interruptions justement suite aux livraisons. C'est-à-dire que le ratio, si tu veux, d'échecs sur mise en prod diminue mais drastiquement parce que à force c'est comme logique plus tu t'entraînes, plus tu déploies, plus tu rôdes, tu durcis en fait ta façon de faire et ta façon de procéder est comme rôder et puis tout le monde connaît bien le process, ça roule quoi, ça roule, c'est une autoroute là. Donc effectivement le temps de retour en arrière est également drastiquement amélioré. Et puis, quand il y a un fail, oui, ok, ça peut arriver qu'il y ait des fails, mais ils reviennent rapidement en opération et l'impact est extrêmement faible. Donc, au final, plutôt que de retarder la mise en prod parce justement, on veut limiter l'impact, mais en faisant ça, qu'est-ce qu'on fait? On n'entraîne pas nos équipes, on teste pas nos processus de mise en prod, on gagne pas en maturité. Et puis le jour où on finit par passer en prod, là c'est l'inconnu, donc avec des potentiels impacts importants. Ces organisations DevOps, en mode DevOps, elles font tout l'inverse. Elles disent plus on va passer plus on va utiliser ce processus de passage en prod, plus on va être bon et plus on va être capable aussi de revenir en arrière s'il y a des problèmes. Et c'est statistiquement, je veux dire, les chiffres sont là. Le gain est vraiment très important. Ça fait non. Ça marche. Oui, ça marche. Puis de toute façon, les changements sont plus petits, donc c'est plus simple de retourner en arrière, puis de rouler comme ça. Mais on compte encore dans un contexte de pure automatisation, de pure automatisation au niveau du code, mais aussi au niveau de la sécurité puis des infras. La seule chose, puis là encore, ça c'est encore malheureux pour Microsoft parce qu'en fait les journaux, il y a eu un échec d'un composant qui a été développé qui de toute apparence n'a pas passer à travers les contrôles standards de ce qu'on peut en comprendre, parce que c'est très étonnant qu'une compagnie avec la maturité comme Microsoft, donc si du moment qu'on ne respecte pas, puis ça c'est l'hypothèse, le chemin standard de mise en production, donc de tout suivre, les automatismes de sécurité qui s'en suivent, il arrive des problèmes, puis là on le voit, on l'a vu avec Microsoft, c'est comme ça dans toutes les entreprises, si on le fait pas comme ça, mais c'est sûr qu'on augmente la probabilité d'échec de sécurité. Puis c'est toutes ces anciennes cultures-là de waterfall qui sont juste terribles parce que c'est une livraison par année, une grosse, puis là, ça va mal, puis ça prend 6 mois à la livrer parce que ça fait mal, puis Puis alors, le pauvre architecte en charge de la livraison, moi je veux pas être à sa place quoi, parce que c'est tellement de stress une fois par an là, c'est l'enfer. Mais non, je crois qu'on a des belles capacités avec l'automatisation. Effectivement, il faut quand même rester vigilant sur le fait que c'est pas parce qu'on a une automatisation que ça couvre tous nos besoins. C'est-à-dire qu'il faut s'assurer que c'est bien l'ensemble du paysage là qui est couvert par des contrôles de sécurité, qu'ils soient automatisés ou pas. Donc ça, faut garder une belle vision d'ensemble, ça c'est important. Mais l'automatisation, c'est vraiment un moyen d'accélérer le tempo.
sans rajouter des dizaines et des dizaines d'analyses supplémentaires, alors même qu'on n'arrive pas à en recruter de toute façon. Donc, c'est ça. La nécessité nous amène là de toute façon assez heureux, parce que si la nécessité ne nous amène pas, on l'aurait peut-être jamais fait non plus. Moi, c'est pas mal. Faites le tour du sujet. Est-ce que tu as d'autres points que tu aimerais amener? Non, je pense que ça a pas mal bien couvert le sujet. Il y a peut-être un dernier impact aussi, et puis une dernière opportunité selon moi qui est amenée sur les équipes de sécurité avec cette automatisation. Donc loin de on m'a posé la question déjà, loin de supprimer les postes en sécurité, je pense que l'automatisation va juste transformer les postes en sécurité. Mais c'est aussi d'ailleurs une des faiblesses de l'automatisation, c'est qu'il faut quand même des humains pour la coder. Là. Je veux dire, quand je dis ça, c'est peut-être un petit peu, ça peut paraître un peu cynique, un peu bizarre, mais je veux dire, dans le modèle, ça prend des compétences très pointues, donc ça va transformer les compétences de sécurité, ça va les valoriser, ça va beaucoup les valoriser. Donc je pense que c'est tout sauf une menace sur les jobs en sécurité, et c'est une opportunité aussi pour que ces jobs en sécurité, ils se rapprochent plus des équipes projet. Parce qu'on n'aura pas le choix pour faire de l'automatisation en sécurité qui fasse du sens, de se rapprocher des équipes projet pour bien comprendre comment fonctionne leur infrastructure, comment fonctionne leur code, leur application. Et je trouve que c'est une belle opportunité, parce qu'on a souvent tendance en sécurité à être un peu dans notre monde, et puis parfois un petit peu isolé. Et voilà, c'est un moyen, je trouve, assez cocasse, là, c'est que c'est au travers de lignes de code qu'on va peut-être rapprocher des humains, donc tant mieux, c'est une bonne chose. Effectivement, c'était assez cocasse, mais très intéressant. Mais merci énormément. Merci beaucoup.